Donc, je vais essayer je vais vous présenter, essayer de répondre à cette controverse, comme vous voyez sur le titre de ma présentation. Non pas que j'ai voulu faire la publicité pour une quelconque marque de café, mais pour vous dire que j'ai essayé de vous apporter des arguments pour répondre positivement à cette question. Faut-il suivre les protocoles à la lettre? Mais ça, je suis persuadé que vous en êtes déjà convaincus. Alors, pour répondre à ces questions, premier constat sur ce congrès, sur nos 3 jours. La question de la gestion des protocoles par les IDE, sur les sessions d'organisation des soins, vous avez proposé des travaux, des études, des publications massivement. Ça a permis à la commission du congrès infirmier de réaliser 4 sessions. Ce qui veut dire 4 sessions, ça veut dire que le sujet au moins vous intéresse, vous faites du travail de recherche dessus et vous faites beaucoup de production. Alors, à moins d'être un petit peu tordu, soit vous faites des présentations pour dire la gestion des protocoles par les IDE, ça marche pas, ça sert à rien. Mais en tout cas, tout ce qu'on a pu voir jusque-là, et hier matin sur la sédation, vous dites ça apporte un vrai bénéfice pour le patient. En tout cas, on a toujours, quand on parle de procédure, de protocole, on fait toujours référence à l'aéronautique. Alors, quand nous, on a voulu mettre en place dans nos services des checklists, on nous rétorquait toujours faites les checklists, etc. On disait c'est un peu barbant, ça sert à rien. On nous disait est-ce que vous accepteriez qu'un pilote d'avion, avant de prendre son envol, avec son copilote, il dise la checklist, on la fait pas. On nous disait vous l'accepteriez pas, et donc vous devez faire pareil. On doit offrir la même sécurité aux patients. Eh bien, posons la question inverse. Est-ce qu'on accepterait qu'un pilote qui doit respecter certaines procédures, qui a un protocole pour prendre son envol, pour le décollage, ils disent en fait, est-ce qu'il faut suivre le protocole à la lettre? Je crois pas. En fait, si on lui dit de décoller à 200 km/h, il va dire moi à 150 km/h j'irai. Eh bien, en tout cas, on ne serait pas d'accord. Alors pour un petit peu plus sérieusement, la question des protocoles, ça a une assise juridique, parce que c'est repris, ça existe dans notre décret de compétences, et plus près de notre spécialité, en réanimation 2008, recommandation d'experts sur la sécurisation des procédures à risque en réanimation, où on nous dit très clairement que l'organisation protocolisée est souhaitable. Donc, première idée, le protocole, ça sécurise nos pratiques. Deuxième recommandation de la SRLF, 2012, 300 recommandations pour les unités de réanimation, où il est écrit très clairement que les procédures les procédures de soins sont écrites en collaboration, validées, diffusées, évaluées. On approche déjà là au moins la méthodologie d'un protocole. Et 2011, le référentiel de compétences de l'infirmière de réanimation auquel la SRLF a participé, ou alors on nous dit, là j'ai pris l'exemple de l'épuration extra-rénale, l'infirmière est capable de mettre en œuvre les protocoles de mettre en œuvre une séance d'épuration selon le protocole du service, mais en fait si on reprend chaque item, ventilation, etc., il est dit la même chose, que l'infirmière doit être capable de mettre en œuvre les protocoles. Alors quand on parle de protocole, de quoi parle-t-on? D'un point de vue général, un protocole, c'est toutes les conventions, les règles qu'on établit au préalable pour le bon déroulement d'une opération. Ça reprend tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure avec le pilote d'avion. Si on s'approche un petit peu plus de la médecine, les médecins donnent une définition qui n'est pas tout à fait la même que les infirmières, mais ils disent que c'est les procédures de prise de décision, les modes d'emploi pour les gestes techniques, ça c'est plutôt les fiches techniques, des guides pour la mise en œuvre des traitements, tous les algorithmes, les guidelines. En tout cas, quand on parle de ça, c'est l'ensemble des conduites à tenir. Pourquoi il nous faut des protocoles dans nos services? La réanimation, c'est un service de haute technicité qui reçoit des patients graves, voire les plus graves. La charge de travail est importante. Il y a beaucoup d'intervenants qui gravitent autour du patient et les traitements utilisés à la fois sauvent la vie des gens, mais mal utilisés peuvent être dangereux, voire mortels. Donc, la conclusion, c'est que le risque d'erreur, il est extrêmement important. Quels sont les objectifs qui sont placés derrière le protocole? J'ai repris cet article de Liliana Jovic, une figure emblématique de l'ARCI, une figure de la recherche en sciences cliniques infirmières en France. On ne peut pas la taxer d'autre chose. Puis en plus, elle a été mon infirmière générale il y a quelques années, 2002, qui dit le protocole, ça formalise les pratiques de soins, ça uniformise nos pratiques. Et les objectifs finaux, c'est l'amélioration continue de la qualité des soins, ça c'est tous notre objectif commun, ça apporte plus de sécurité aux patients, aux soins délivrés, et puis c'était un critère de référence pour l'accréditation et les certifications. Comment s'est élaboré un protocole? Recommandation en 92, le guide du service infirmier qui a été réactualisé en 2001, mais qui nous dit que le protocole, c'est l'application des procédures. Encore une fois, il y a une cible, c'est-à-dire un patient ou un groupe de patients, et sa réponse est construite selon une méthodologie précise. Et en 99, l'ANAES, quand ils ont créé leur livret pour les
les certifications, il disait que le protocole, c'était un descriptif des techniques, et puis après, les verbes sont clairs, on dit à appliquer ou les consignes à observer. Comment s'est élaboré un protocole? Alors, les Nord-Américains qui travaillent beaucoup avec des protocoles ont beaucoup publié là-dessus. Ils disent que c'est élaboré et validé de manière consensuelle, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui fait un protocole tout seul dans son coin et qui va l'imposer aux autres par des professionnels. Donc ça répond à une question de terrain, un besoin de terrain. Ça s'appuie sur des preuves, des données probantes. Ça a été le développement des protocoles en même temps que la médecine fondée sur les preuves. C'est validé ensuite par des personnes qui ont une compétence reconnue sur le sujet. On le valide par la pratique et par la suite, on le réajuste et puis on le réajuste au fil du temps en fonction des recommandations et des publications qui sortent. Encore des articles des gens de l'ARCI 93 qui nous disent que le protocole scientifique, donc c'est une démarche, une méthodologie scientifique, les actions, les gestes sont pensés, pesés, réfléchis et pour montrer une efficacité interne. Il y a une logique dans ce qu'on fait, ce n'est pas une pure production pour produire pour produire. Et puis, les protocoles, si on nous dit qu'il y a une méthodologie, il y a une base scientifique dans la construction, dans le raisonnement, eh ben, c'est une vraie ébauche, ça peut entraîner une démarche de recherche clinique infirmière, et avec pour finalité d'améliorer la qualité des soins. C'est également un bon outil pédagogique. Il nous aide à prendre des décisions. C'est une béquille. C'est une bonne béquille pour les professionnels. Il nous indique le chemin, la voie à suivre, le standard, la référence, et puis il va adapter les soins en fonction des besoins des patients. En 2000, un article qui disait que c'était aussi un bon outil pédagogique pour assurer la continuité des soins. Il garantissait aux patients que, quels que soient les personnels qui vont se succéder à son chevet, on lui offre la même prestation de soins et la même qualité de soins. Et puis, c'est un bon outil d'intégration des nouvelles infirmières dans les services, parce que, au début, quand on patauge, quand on n'a pas trop d'expérience, eh ben, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer en cas de besoin. Et là, l'avis d'un philosophe qui nous dit que le protocole scientifique, il nous procure une véritable maîtrise, une connaissance approfondie. Il nous dit que le protocole, il nous permet même de prendre le pouvoir sur une situation. Juste une diapo pour vous montrer que les Nord-Américains travaillent beaucoup là-dessus. Quand ils font leur certification, ils ont des tonnes de books à apprendre. Alors, il y a la ventilation, il y a les injections, il y a le choc, etc. Ils ont plein de books à apprendre, mais eux, tout est protocolisé. Trop, pas assez, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout est écrit et tout doit être appris. Je vous ai pris deux exemples de protocoles gérés par les infirmières qui montrent bien que c'est une réelle efficacité. J'ai pris cette étude de 2007 de Jean-Pierre Queneau, comme ça me permet de faire un petit clin d'œil au Dijonais. C'était un protocole de gestion de la sédation par les infirmières et voir l'impact que ça pouvait avoir sur les PAVM. Donc c'était une étude avant-après protocole géré par les infirmières. Ils avaient inclus 423 patients, un groupe contrôle, un groupe protocole. Et puis ce qu'on voit, c'est que le groupe protocole, après la mise en œuvre, on a réduit de moitié le nombre de PAVM, on a réduit la durée médiane de ventilation mécanique et on a réduit la mortalité dans les services de réanimation et la mortalité à l'hôpital. Donc la conclusion, c'est que ça a apporté un vrai bénéfice pour le ou les patients, ça a reconnu le savoir-faire des infirmiers et puis ça renforçait la collaboration avec le réanimateur. Pendant qu'on faisait ça, ils pouvaient faire autre chose. Un deuxième exemple de protocole, parce que ça c'est le classique des classiques, une publication de 2011, mais sur la gestion d'un protocole d'utilisation de l'insuline intraveineuse par les infirmières. Donc ils ont fait un groupe contrôle, un groupe protocole. Le groupe contrôle était fait de manière rétrospective et le groupe protocole, c'est de manière prospective. Ils ont inclus tous leurs patients qui nécessitaient de l'insuline après mise en place du protocole. Et puis on voit là sur ce diagramme, enfin sur cette barre, que le groupe protocole, on a nettement amélioré avec une différence statistiquement significative le nombre de patients qui avaient une glycémie qui était vraiment idéale entre 1,10 et 1,50. Et puis également sur d'autres critères, le temps de ventilation, encore une fois la durée en séjour en réanimation, séjour à l'hôpital, etc., était réduit. Mais c'est un outil pratique, mais nous, ce dont on a besoin, les infirmiers et les infirmières au lit du patient, c'est d'un outil clair, concis, facilement accessible, qu'on peut trouver tout de suite quand on a besoin. Au besoin, c'est accroché dans les chambres ou c'est dans un classeur qu'on va trouver tout de suite, auquel on peut se référer. C'est surtout pas de faire des protocoles pour faire des protocoles. J'ai pris cette image, alors c'est assez génial, ça, quand on a des tonnes de classeurs comme ça qui sortent, on nous dit voilà les protocoles, c'est qu'on pense que les experts visiteurs vont arriver dans 2-3 jours. Alors là, on a dit ici, au service, on est bien. 300 protocoles, il y a 90% des protocoles, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas qu'ils existent et on ne sait pas à quoi ça sert.
Donc probablement qu'en réanimation, les protocoles, on doit les réserver à des situations à risque ou des thérapeutiques particulières. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, le protocole, c'est une aide à la décision. C'est pas, ça ne fait pas de nous des techniciens de soins, ça nous aide, c'est une béquille, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, mais en tout cas, l'infirmière au chevet du patient, elle garde sa compétence, son expérience, son expertise, son regard clinique, qui peut aussi influencer sa prise de décision. Si vous avez été voir hier les présentations sur les protocoles de sédation, dans les algorithmes, il y a toujours possibilité soit d'avancer, soit de rester sur le même niveau, soit de revenir. En tout cas, c'est dynamique. Et ça, c'est le regard clinique de l'infirmière, c'est l'évaluation permanente de l'infirmière qui permet de réajuster le protocole. En tout cas, ça ne fait pas de nous. Le protocole, ce ne serait pas le cerveau et l'infirmière sera les mains qui mettent en œuvre le protocole parce que ce n'est pas du tout ça qu'il y a derrière. Et puis voilà, dans le même ordre d'idées, le protocole, ça ne fait pas nous des techniciens de soins, on n'est pas des robots, on ne dispense pas des soins comme ça, parce qu'il y a des protocoles, on conserve un esprit critique, un regard clinique, ou sinon on se dit, à la limite, il n'y aurait peut-être pas besoin pour avoir cette pensée critique d'avoir une formation. On fait 6 mois de formation, on apprend tous les gestes techniques. Puis après, pendant 6 mois, on apprend à se servir de pouce-seringue, etc. Pendant 1 an, on apprend 10 000 protocoles. Et puis, on réagit comme ça, assez mécaniquement. Et l'utilisation des protocoles, c'est pas du tout ça. Et puis vous avez dû certainement voir récemment cette photo circuler sur les réseaux sociaux. Quand on voit ce style de chambre de réanimation, tout l'équipement qui est autour du malade, on se dit s'il n'y avait pas de protocole, quand même quelqu'un qui a 6 mois, 1 an d'expérience, c'est quand même pas très facile, c'est quand même pas très simple, on n'a pas grand-chose sur quoi s'appuyer. Donc en résumé, on parle d'un outil ici qui sécurise les pratiques, qui aide à prendre des décisions, qui est le standard de soins, le gold standard, qui améliore la qualité des soins, donc un vrai bénéfice pour le patient, qui a des vertus pédagogiques pour l'intégration des nouvelles infirmières, il permet d'assurer la continuité des soins, il garantit aux patients la même qualité de soins quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, et puis c'est une base de développement pour la recherche clinique infirmière, donc effectivement, je dis qu'il faut respecter les protocoles à la lettre parce que je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Je vous remercie de votre attention.